Voilà, c'est parti. Bonjour Sean, Comment tu vas, Morgan? ça va très bien, merci beaucoup. Je te remercie vraiment de venir. Je t'ai découvert via, parce que moi j'ai fait pas mal de sport dans ma vie et je me suis un peu attaqué au triathlon après une double chute à ski où je me suis fait une entorse et un léger arrachement osseux du triceps. Donc du Ok. coup, je pouvais plus faire de powerlifting haltéro comme je voulais. Et c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire. Le Ironman, c'est le but ultime, mais j'aime bien sauter de sport en sport. Et d'année en année, en fait, j'ai fait les grosses bêtises parce que en faisant de l'haltéro, je suis tombé sur Marc Vouillot. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. C'est un ancien athlète de powerlifting et de bodybuilding et d'haltérophilie français. Et donc, je l'ai rencontré dans une salle de sport. J'ai dit, vous voulez me coacher? Et donc, du coup, je lui posé la question par rapport au CrossFit qui avait pris un essor. Du coup, est-ce que moi j'aimerais bien pouvoir allier triathlon et haltéro. Je trouvais ça super. Il m'a dit, oh non, écoute, alors moi, pour moi, c'est quand même dichotomique comme pratique. Si tu veux vraiment être bon dans un truc, vaut mieux faire le Hmm. truc plutôt que d'essayer de switcher. Et en fait, maintenant, et en fait, sur les années qui ont suivi, a éclos une espèce de nouvelle vague d'athlètes dits hybrides. En fait, c'est juste très fit, quoi. Et donc, je me suis intéressé à Tristan, son parcours sur l'Ironman, machin, etc. Parce que comme je m'intéressais à ça, et donc vous avez fait pas mal d'interactions ensemble, et donc du coup j'ai découvert ton compte. Et donc je voulais te laisser te présenter plus ton historique et tout, parce que je suis pas allé farfouiller sur toute ton histoire. Et j'aime bien voir comment les gens se présentent. Ça fait un peu, ça me donne aussi un angle de vue sur comment les gens se voient, plutôt que de voir comment moi je pourrais te percevoir, quoi. Ouais, ça marche. En tout cas, merci de me recevoir sur le podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, si on veut parler de mon historique, je vais revenir tout en arrière. J'ai grandi ici en Suisse. Donc, j'habite actuellement en Suisse. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Nyon, qui est au bord du lac Léman, qui est Mhm. une belle petite ville entre lac et montagne. Et j'ai passé les 21 premières années de ma vie par ici. J'ai fait des sports collectifs, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait un peu de karaté. Et quand j'avais, si je ne me trompe pas, 16 ans, 17 ans, mon frère faisait du rugby à ce moment-là, mon petit frère. Alors, il a 2 ans de moins que moi, mais il fait 5 cm de plus que moi. C'est la version 2.0, comme j'aime bien dire. Plus baraque, plus joli, plus sympa. Il est vraiment top, mon petit frère. Et lui faisait du rugby déjà depuis une année et demie. Et m'a dit, ben viens essayer. Et j'avais toujours été bon en course, en vitesse, etc. Et je me suis assez rapidement pris au jeu. J'ai adoré. Donc j'ai commencé le rugby à 17 ans. Et j'ai fait du rugby pendant bien 5 6 ans. D'abord 4 5 ans ici en Suisse. J'ai été sélectionné en équipe suisse junior. Si je ne me trompe pas, c'était U20 et U21. À savoir que, en gros, à ce moment-là, en Suisse, tout ce qu'il fallait pour faire partie de l'équipe nationale, c'était d'avoir un passeport suisse. Ça n'a rien à voir avec le niveau français où tu as des centres de formation, beaucoup de compétitions, beaucoup de personnes qui sont là pour choper un poste. Non, j'avais le passeport, je savais tenir un ballon dans les mains et donc j'ai pu partir faire quelques championnats d'Europe avec l'équipe suisse junior. C'était vraiment des très chouettes expériences. Et après mon service militaire ici en Suisse, je me suis exporté au Canada. Parce que, alors dans un premier temps en Australie et ensuite au Canada, parce que en gros j'en avais marre d'être ici en Suisse. J'avais passé 1 an et demi à l'armée, où en gros je passais la semaine en caserne et je rentrais le week-end entre disons le samedi midi et le dimanche soir. Et j'avais juste plus envie d'être ici. Il fallait que je change un petit peu d'air après mon service militaire. Et donc je suis parti voyager un petit peu le monde. J'ai fait 6 mois en Australie. Après je suis parti au Canada. Et via le club de rugby là-bas que j'avais retrouvé, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Donc j'ai rencontré ma femme 2 semaines après être arrivé au Canada. Ça c'était en 2011, septembre 2011. Et au final, on s'est mariés. Je suis resté au Canada. J'ai passé 7 ans là-bas. Et on est revenu en Suisse il y a maintenant presque exactement 6 ans. Dans un mois, ça fera exactement 6 ans qu'on est revenu en Suisse. J'avais commencé à coacher quand j'étais au Canada. Donc en gros, je bossais dans le bâtiment avant. J'avais fait de la tuyauterie ici en Suisse. J'avais fait de la ventilation. Au Canada, j'avais fait un cours de pré-apprentissage en tuyauterie, avec comme objectif d'aller bosser en Alberta dans le pétrole et faire des sous. Et au final, on a eu un enfant et j'avais plus envie de partir.
Donc, je suis resté en ville de Vancouver. J'ai quand même fait quelques années dans le bâtiment à Vancouver. Je faisais de la peinture en bâtiment. Et c'est là où j'ai fait la transition CrossFit haltérophilie, parce que j'avais fait un petit peu de CrossFit en arrivant au Canada. Je l'avais découvert juste avant de partir sur Internet, Rich Froning, les premières vidéos et tout ça. Et j'avais fait quelques cours d'introduction à Vancouver dans une salle de CrossFit avec une coach qui s'appelle Emily Beers, qui avait fait les Games c'était encore une fois, il y a sûrement 2008-2009, quelque chose comme ça. Et j'avais en gros fait du CrossFit dans l'allée derrière la maison. J'avais acheté une barre, je m'étais fait une barre de traction avec des tuyaux filetés, etc. Et je faisais mon truc tranquille. J'ai jamais eu l'envie de faire de la compète en CrossFit. Par contre, l'haltéro, enfin, j'ai découvert l'haltéro via le CrossFit en fait, et je me suis lancé là-dedans. J'ai fait 2 ans d'haltéro compétitif. J'ai fait des petites compétitions locales en Colombie-Britannique. Et puis, c'est pendant cette période-là où je faisais ça et donc de la peinture en bâtiment. Et je passais mon temps à écouter des podcasts sur mes échelles, à peindre les maisons. Je passais mon temps à lire des bouquins dans le bus. Je me rappelle, je prenais toujours un bouquin qui s'appelle Science and Practice of Strength Training de Zatsiorsky et Kramer. Ça, je l'avais dans mon sac en allant au boulot tous les jours dans le bus et je lisais ça. Enfin, c'était mon passe-temps, quoi. Et un jour, Lynn, ma femme, qui est à l'origine de bien nombre de choses dans ma vie que j'ai pu accomplir et fait jusqu'à aujourd'hui. En gros, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais toutes ces études dans le vide? Fais quelque chose avec, faut que tu peux en faire un métier. Et j'ai dit, ok. Donc, j'avais la chance qu'elle puisse me supporter pendant un petit moment. Donc, j'ai arrêté de bosser en peinture. J'ai passé un examen pour devenir coach sportif et j'ai commencé à coacher à ce moment-là. Donc, c'est grâce à ma femme que j'ai basculé en fait dans ce monde du sport dans lequel je baignais depuis toujours, mais dans lequel je ne m'étais pas vraiment lancé niveau professionnel. Et donc, j'ai commencé avec du coaching privé. J'ai fait du coaching de groupe aussi dans plusieurs salles à Vancouver. Et c'est vraiment à mon retour en Suisse où je me suis réorienté sur la préparation physique. J'ai repris la prépa physique avec le club de rugby avec lequel j'avais commencé ici. J'ai pu encadrer le club pendant 3 ans. J'ai pu aider l'Académie nationale aussi, les jeunes Suisses, pendant 2 ans sur le côté préparation physique. Et c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans ce monde. Et de fil en aiguille, après, je suis tombé dans le monde de l'endurance, essayer de comprendre les paramètres énergétiques, les filières, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment lancé dans the deep end of the pool, comme on dit en anglais, qui m'a lancé dans le côté profond de la piscine, si tu veux. Alors, parce que moi, ça m'intéresse justement cette transition-là, parce que moi, c'est via justement, là, j'ai l'impression de faire la pyramide à l'envers, tu vois, de découvrir qu'en fait, bah non, t'es plutôt à l'opposé de l'endurance. Ouais. Et en fait, moi, je te découvre à travers ça. Et qu'est-ce qui a. Alors, tu t'es passionné pour ça, et c'est pour ça que, bah, enfin, je sais pas si c'est ton fer de lance de travail aujourd'hui, de cette espèce de. Enfin, parce que moi, c'est comme ça que je te vois, le coach d'endurance pour les Ouais. gens qui n'en faisaient pas et pour leur faire se rendre compte que c'est important dans les sports de force, dans les Ouais. sports machin. Et je me demande, ça a été une transition douce pour toi, la découverte de l'endurance? Enfin, pas la découverte, parce que bah, tu en avais fait, mais enfin, tu comprenais. Mais ce plongeon, parce que tu es un expert dessus maintenant. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a eu une transition douce et ensuite tu t'es rendu compte qu'il y avait un manque? Ou est-ce que si tu as eu conscience en fait que c'était un truc qui manquait et tu t'es plongé là-dedans pour cette raison? Je dirais que c'est un peu des deux. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ouais, tu as tout à fait raison. Donc aujourd'hui, je me spécialise dans tout ce qui est endurance, physiologie de l'effort, respiration. Mais ouais, je viens des sports collectifs. J'ai fait de l'haltéro pendant 2 ans. J'ai fait du rameur indoor, qui est plutôt un sport. Alors, c'est du cardio, mais c'est plutôt axé puissance. Donc j'ai fait tous ces sports force, intense, etc. J'ai fait du crossfit aussi, comme j'ai dit avant. Mais aujourd'hui, vraiment, mon créneau, c'est l'endurance. Et je pense que mon parcours, c'est une de mes forces dans ce cadre-là parce que je suis capable de contextualiser en fait la place de l'endurance dans les sports de force, dans les sports explosifs, des sports de puissance. Mais donc, pour en revenir à ta question, en fait, je m'étais toujours intéressé à l'aspect physiologie, la théorie en fait derrière l'entraînement. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. D'ailleurs, je sais que des fois, je barbe un petit peu les gens avec mes histoires de physio, mais voilà, les gens, ils écoutent ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas m'écouter, c'est pas grave. Et Alors, en fait, non, excuse-moi, en fait, c'est juste que en fait, c'est le propre de ma chaîne. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est pas de donner à des gens le comment, c'est de donner aux gens le pourquoi. C'est-à-dire que je dis pas, bah, faut faire 10 fois 400. Je dis, bah, en fait, ce qu'il faut travailler, c'est ça. Pour travailler ça, faut faire ça. Et donc,
Et la finalité de ça, c'est bah, du coup, c'est intéressant de faire ces protocoles-là, mais pas Mm. l'inverse, pas Mhm. genre faites ça. Ce Ouais. qui généralement c'est faites ça si vous voulez, machin. Bah, c'est pas du tout ce que j'essaie de proposer sur ma chaîne, et donc bah, c'est parfait. Je pense qu'on va avoir une super conversation On va, on est dans le même. on va bien s'entendre. Ouais, Et donc, comme je t'ai dit, j'étais toujours intéressé par cet aspect un peu plus théorie, un petit peu plus abstrait, côté des idées. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit, comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent de cette manière. Parce que je pense que si on comprend les mécanismes, même si c'est pas indispensable de les comprendre pour réussir dans l'entraînement, hein. Il y a assez de médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chrono et rien d'autre, avec très peu de théorie de l'entraînement. Mais voilà, moi, c'est mon dada, j'adore ça. Et donc, je me suis toujours un peu plongé dedans. Et je me rappelle avoir vu du coin de l'œil, pour en venir à ta question, j'avais vu du coin de l'œil un gars qui gravitait dans le monde du CrossFit avant, qui s'appelle Evan Pycon, qui bossait avec Training Think Tank, Travis Mayer, Noah Olson, tous ces gars-là à l'époque, et qui était très très pointu dans cet aspect physiologie, notamment de l'endurance. Et je me rappelle avoir vu le modèle qu'il proposait au niveau de la bioénergétique des filières, quelque chose de mis à jour par rapport à ce que moi j'avais appris dans les bouquins et dans mes formations initiales. Mais je me rappelle avoir vu en fait cette mise à jour et m'être dit, c'est super intéressant, mais là maintenant tout de suite, j'ai pas le temps de remettre en question tout ce que j'ai appris. Et donc je me rappelle l'avoir laissé de côté pendant en tout cas une année, si ce n'est une année et demie. Et donc ça, c'était la phase, on va dire, la composante lente de ma transition. Et la composante rapide, c'était pendant le premier confinement. Je crois que c'était le mois d'avril 2020 ou mai 2020. J'ai eu des problèmes de douleurs chroniques au dos pendant plusieurs années après notre retour en Suisse. Notamment parce que je faisais encore du rameur indoor comme un forcené, je faisais pas de zone 2, je faisais plus assez de renfort par rapport à la charge que je mettais sur le rameur. J'avais une charge de stress énorme au niveau perso et au niveau professionnel avec la transition qui était très très compliquée à ce moment-là. Bref, j'étais dans le dur. Et je me rappelle j'avais le dos en vrac, j'étais couché sur le canapé et je m'étais inscrit sur la plateforme d'éducation de Training Think Tank justement. Et là, j'ai dévoré en fait les présentations de Evan sur le sujet de la bioénergétique. Et c'est ça qui m'a en fait plonger dans ce monde-là que au final, je connaissais pas très très bien. J'avais lu Joel Jameson et je pensais comprendre les 3 filières et comment les entraîner, etc. Mais c'est vraiment ce moment-là en fait où les choses ont pivoté. Je me suis plongé dedans et j'en suis toujours pas sorti. d'accord. Et ensuite, alors, parce que donc, tu coachais à l'époque, et donc tu commençais à te dire, tiens, ce serait intéressant d'appliquer ça, d'appliquer ce que j'apprends et de développer de plus en plus cette filière énergétique lente, enfin, la pyramide endurante pour des gens, parce que tu coachais spécialement en CrossFit, ou c'était pas encore ce que tu faisais de manière prioritaire? À ce moment-là, j'étais encore axé sur la prépa physique rugby avec le club et avec quelques-uns des joueurs de la première équipe que je suivais en individuel. Je faisais majoritairement du coaching privé à domicile. Mhm. Je faisais un petit peu de coaching à distance aussi, mais c'était plus du sport santé pour la majorité des cas et la prépa physique rugby à côté. Donc en fait, j'ai développé ce créneau de l'endurance comme 3e volet presque de mon activité. Et c'est seulement après des mois de pratique et des mois de mise en place et d'apprentissage que j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus dans le CrossFit, à faire des évaluations physiologiques. C'est là où j'ai pu rencontrer Luc Millier à Grillen, j'ai rencontré Victor, Claudia, Basile, toute l'équipe là-bas. J'ai pu commencer à bosser avec eux. Et ça, c'était vraiment mon premier pas en fait dans le monde du CrossFit et vraiment dans ce côté endurance que je découvrais et que j'explorais tant par la théorie que par la pratique. Mais non, au début, en fait, je n'étais pas du tout dans ce monde-là. Donc, c'était très intéressant d'apprendre des choses sans avoir le parcours académique derrière. C'est vrai que je suis arrivé, en fait, dans le monde de l'endurance et en essayant de comprendre la physiologie de l'effort sans avoir le cursus académique classique. J'y suis vraiment venu par mon podcast. Ça a été une grande part de mon éducation. Je l'ai toujours dit, le podcast, c'est ma source d'éducation continue numéro 1. Parce que ça me permet d'aller interviewer les coachs, les chercheurs, les athlètes que je veux et leur poser mes questions. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à comprendre pas mal des concepts de ce monde-là qui sont pas toujours super clairs, qui sont assez farfelus des fois, où il y a surtout plein de termes différents qui sont utilisés, ce qui rend la chose assez compliquée, des idéologies des fois qui se rentrent dedans. Mais ouais, donc j'ai fait cette transition, en fait, depuis le coaching privé, progressivement vers les profilages physiologiques que je faisais. Ensuite, j'ai commencé à donner des séminaires en France dans les salles de CrossFit autour de la physiologie, autour de l'endurance. Donc la transition s'est faite comme ça.
D'accord, ça marche. C'est intéressant de voir tout le. Et je fais appel à toi aujourd'hui parce que, enfin, pas appel à toi, mais je t'ai proposé cette interview parce que, ouais, là, le but, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre justement. Donc là, je me suis inscrit au marathon de Paris qui est en avril, là. Et en parallèle de ça, j'essaie de garder force haut du corps et un peu d'haltérophilie, mais vraiment dans le fond. Hmm. Garder aussi un peu de vélo et de la natation. Donc ça fait pas mal de petits trucs à bouger ensemble. Et alors, je vais rembobiner un peu. Donc j'ai fait 2022, janvier 2022, je fais mon petit accident. Triathlon de Paris, donc du coup 2022 aussi. Après j'ai mis un peu de côté quelques mois pour essayer de reprendre un peu de développé couché. Voilà, tranquille, deuxième partie de 2022. J'ai remis un peu de côté le haut du corps pour faire Ironman 70.3 de Nice juin 2023. Et ensuite, là, j'ai mis ça de côté et je suis parti tout à fond développé couché. J'étais là, genre, il faut que je passe les 120. Donc, du Hmm. coup, j'ai fait 2023, début 2024, grosse prise de masse pour mettre de la barbaque sur le haut du corps, quoi, tout simplement. Et donc, enfin, passer mon développé couché en février 2024. Et après, je suis parti à New York. Et avec mon. Donc, je suis monté à 97-98 kilos pour 1m78, ce qui est, voilà, costaud. Et donc, du coup, on a fait, je sais pas, 35-40 000 pas par jour là-bas. Et je pense que ça a été mon corps n'a pas supporté, je pense, ce nombre de pas-là à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que j'ai pris trop de poids et donc mes genoux, mon pied, j'avais un fond d'aponévrosite que j'avais développé à l'Ironman 70.3. Et après, en revenant, j'ai fait l'erreur de me dire, ça y est, je pars en mode hybride et j'ai tout fait en même temps. Alors je me suis dit, je vais être intelligent, je vais tout diviser par deux. C'était pas, ouais, c'était déjà trop en fait. Et Hmm. c'était intéressant pour moi ensuite donc en fait mon genou, il a fait, bon, t'arrêtes tout de suite. Et donc pendant un mois et demi et tout, j'ai tout remanié, j'ai tout remis à 10%, tu vois. Vraiment, je courais 20 minutes par semaine, tu sais, au trot, tout doucement. L'haltéro, c'était presque barre à vide. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à reconstruire les choses. Et ça a été vraiment super intéressant pour moi de voir comment, parce que on peut théoriser tout ce qu'on veut, mais quand on teste soi-même, jongler ces différentes modalités, surtout à ces extrêmes-là, Hmm. de voir comment les choses se mettent en place. Parce que tu connais Fergus Crawley ou pas? Ça te dit Le quelque nom me chose? dit quelque chose, ouais. Ouais, tu sais, alors c'est un type qui justement est plutôt powerlifting, triathlon, et donc Ok. il a un total à 600 kilos, je crois, et le jour même, il a fait un Ironman. Il a allié les deux, tu vois, powerlifting, C'est fort. Ironman. Ouais, Ouais. en fait, c'est monstrueux. Un soulevé de terre je crois que c'est 250 kilos. Et après, juste après, tu fais je crois que c'est un 5 km en moins de, je sais pas, je sais pas combien de minutes. Hmm. Bref, une espèce de record du monde très bizarre, mais intéressant à découvrir. Et donc, voilà, en fait, je voulais savoir déjà, parce que la grosse crainte de la plupart des gens quand ils se mettent en endurance en même temps qu'ils font de la musculation ou de la force, c'est est-ce que je vais perdre mon muscle? Et je pense que c'est une des questions à laquelle il serait intéressant de répondre, enfin, à laquelle tu pourrais répondre, et surtout pourquoi, oui ou non, on perd du muscle si on se met à faire de l'endurance. Bien sûr, il y a ça dépend qui va arriver, je pense, qui est la réponse habituelle quand on nous pose des questions. Mais voilà, est-ce que tu penses qu'il faut faire attention à la perte musculaire quand on essaie d'introduire de l'endurance, quand on est un sportif plutôt force, bodybuilding ou haltéro, quoi? Alors, je pense qu'il faut le contextualiser par rapport à tes objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux être le meilleur en course, eh ben forcément, les kilos en plus, il faut les porter. Et c'est un compromis. Donc, et forcément, je sais que ça, c'est le monde de l'hybride en soi-même. C'est des compromis par rapport à quelle modalité d'entraînement, par rapport à la masse musculaire, par rapport au poids de corps, là où tu veux être bon. Est-ce que tu veux être bon en vélo? Est-ce que tu veux être bon en course? Ben, là, c'est pas le même compromis parce que la course va être plus dépendante de ton poids de corps. Là où le vélo, si tu es un peu plus lourd, tu seras même plus puissant. Donc, il y a ces choses-là à considérer. Après, je pense que il faut comprendre qu'en tant que tel, l'endurance ne te fait pas perdre de muscle. Par contre, forcément, si tu t'entraînais, je sais pas, 6 heures par semaine en force et que tu rajoutes tout d'un coup 4 heures ou 5 heures d'endurance en plus de ça, eh ben, là, ce qui va te manquer, c'est les calories. Donc, c'est là où je vois déjà quelque chose d'important à mentionner.
par rapport au maintien de la masse musculaire, peu importe son objectif, c'est de manger assez. C'est de s'alimenter à la hauteur de ses efforts. Et je pense que dans le monde de l'endurance, en tout cas, il y a beaucoup de sportifs qui ne mangent pas assez et qui sont sous-alimentés par rapport à leur volume d'entraînement, ce qui fait qu'ils sont tout le temps un petit peu en retard, il y a toujours des petits bobos, des petits trucs qui traînent. Quand ton corps il n'est pas très content et qu'il te donne ces petits signaux, ça veut en général dire que soit tu en fais un peu trop par rapport à ce que tu peux récupérer, soit tu manges pas assez par rapport à ce que tu fais, soit un petit peu des deux. Il y a une citation de Niels van der Poel qui était double médaillé d'or olympique en patinage de vitesse à Beijing, que j'adore, qui disait qu'il faut apprendre à entendre son corps murmurer pour ne pas devoir l'entendre crier. Donc ces petits signaux de j'ai un petit peu mal là, j'ai un petit peu ça qui m'embête, ça revient toujours. Ça c'est des petits signaux qu'il faut apprendre à lire, il faut apprendre à s'écouter. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais il faut juste être intelligent dans la manière dont on approche les choses. Et je pense que l'alimentation dans ce cadre-là, quand on commence à rajouter de l'endurance sur une pratique de force, c'est quelque chose de très très important. Après, si on parle au niveau physiologique même, il ne semblerait pas vraiment qu'il y ait de contradiction entre les deux. Alors forcément, si tu fais une grosse séance de force et que tout de suite derrière, tu essaies d'aller faire une grosse séance de fractionné, bah oui, ta séance de fractionné, elle ne va pas être de la même qualité que si tu l'as fait frais, premier truc le matin. Inversement, c'est pareil. Si tu fais une grosse séance de fractionné et que derrière, tu essaies d'aller lever des barres tout de suite, eh ben, forcément, tu ne vas pas être dans le meilleur état pour les faire. Donc, à mon sens, pas les précautions à prendre, mais les considérations à avoir quand on essaie d'allier les deux, force et endurance, ça va être déjà de répartir les séances intelligemment dans la semaine, s'assurer qu'on soit clair sur les objectifs du cycle actuel. Est-ce qu'on est en développement de force? Est-ce qu'on est en maintien de force? Est-ce qu'on est en développement d'endurance? Est-ce qu'on est en maintien d'endurance? Et toutes ces choses-là, ça va en fait changer ton programme et ça va changer là où tu mets les curseurs. Et ça c'est un autre point qui est extrêmement important à mon avis, c'est comprendre qu'on peut faire varier ces curseurs. Tu en as parlé avant sur le fait de t'as tout nivelé vers le bas à 10% et ensuite tu as remonté les curseurs progressivement. Et je pense que la majorité des sportifs qui s'entraînent de manière hybride, qui veulent développer force et endurance dans l'année, il n'y a peut-être pas assez de variations selon les périodes de l'année dans leur programme. Ils ont un programme qui se ressemble à 52 semaines de l'année, alors qu'on a des opportunités pour des fois faire un peu plus de force, des fois faire un petit peu plus d'endurance, et réaliser que pour maintenir une qualité physique, on n'a pas besoin du même volume que pour la développer. Donc si tu as besoin de 3 ou 4 séances de force pour devenir plus fort, faire 1 à 2 séances de force par semaine suffira pour maintenir tes qualités. Et peut-être que tu perds 3%, peut-être que tu perds 5%, mais c'est des choses qui reviendront rapidement quand tu remets 3 séances, 4 séances. Et ça, il faut accepter des fois de perdre un petit peu pour gagner derrière. C'est un pas en arrière, 2 pas en avant. C'est ça le processus de périodisation en fait. C'est OK, là je travaille l'endurance, donc je fais 2 pas en avant. Par contre, je fais un demi-pas ou un pas en arrière sur la force. Et au cycle d'après, je fais un demi-pas en arrière sur l'endurance. Par contre, je fais 2 pas en avant sur la force. Et bien sûr, si tu isoles sur ces 4 semaines, ces 8 semaines, ces 12 semaines, bah, tu te dis « Ah non, mais j'ai perdu, ça va pas ». Mais si tu regardes à l'échelle macroscopique, un petit peu plus large sur l'année, bah, tu as évolué partout. Et ça, c'est le plus important. Je crois que c'est la grande difficulté, les questions qui reviennent le plus souvent, en fait, et ce qui est le problème aussi avec les réseaux sociaux et le contenu, le snack. C'est vraiment genre, les gens picorent des informations. Et donc ils se disent bah, c'est quoi le plan d'entraînement, comment est-ce qu'on sur une semaine, sur la journée c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire pour ça à ce moment-là, et tu sais qu'il y a toujours ce recul de bah ça dépend, et après tu dois recontextualiser et tout. Si je peux vite répondre à ça, parce que je pense que ça aussi c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est chercher la planification optimale, la planification parfaite, et en fait cette question, elle est complètement dénuée de contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est toi. Le contexte, c'est toi, c'est ton emploi du temps, c'est combien d'heures tu as dédié dans la semaine, c'est où est-ce que les heures vont être disponibles pour s'entraîner. Est-ce que tu peux faire 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, ou est-ce que tu es obligé de faire 2 heures chaque soir parce que tu peux pas faire le matin parce que tu bosses, ou parce que tu as des enfants, tu as une famille, tu as des choses à faire à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est vraiment l'approche la plus simple, c'est prendre ton canevas à toi, c'est écrire ta semaine type par rapport à tes activités professionnelles, tes activités personnelles, le temps que tu vas pouvoir dédier au sport, où est-ce que tu vas pouvoir placer les différentes heures d'entraînement. Et une fois que tu as ta semaine type avec, OK, là j'ai un créneau d'1 heure, là j'ai un créneau de 2 heures, ah là ce jour-là je peux faire 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, ah le week-end là je peux dédier plus de temps, je peux faire quelques heures. Ben,
déjà, tu auras une bonne idée de OK, combien d'heures je peux y dédier, comment elles sont réparties dans la semaine. Et là, tu peux commencer à remplir les cases, en fait, avec OK, là, il me faut tant de séances de force, tant de séances d'endurance. Et tu peux commencer à réfléchir de manière beaucoup plus concrète quand tu as ta semaine devant les yeux par rapport à si tu demandes juste quel est le plan parfait. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils ils prennent sur des gens dont c'est le métier, enfin, en gros, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et ils disent, bon, bah, comment est-ce que je peux prendre leur gros cube et le mettre dans mon triangle, tu sais, de vie. Alors qu'en fait, c'est intéressant. Donc, pour toi, alors, c'est vrai que ce serait marrant, ça va faire un bon TikTok, ça, ou un bon Reels, de dire, bah, tu commences par quoi, en fait, avant de t'entraîner? Tu dis, bah, quand est-ce que je peux m'entraîner déjà? Ouais, c'est la première question. C'est la première question. Et encore une fois, combien d'heures tu devrais faire? Non, c'est combien d'heures tu as fait dans les 3 derniers mois. C'est ça la question. Ouais. Et en fait, si tu as fait 5 heures par semaine ces 3 derniers mois, va pas te mettre 10 heures dans la semaine sur les 3 prochains mois. Non, passe à 6, passe à 6,5 peut-être, fais ça pendant quelques mois et ensuite tu progresses. Le volume, c'est un paramètre de progression comme un autre. Et j'ai une anecdote intéressante là-dessus. J'étais allé faire un camp d'entraînement avec Sam Ledlow, triathlète français, je crois que c'était en mars 2023, si je ne me trompe pas. C'était avant qu'il gagne son championnat du monde à Nice. Et on parlait de son volume d'entraînement, justement. Bah, lui qui était déjà à un très très haut niveau, hein, au plus haut niveau international. Et il s'entraînait 21 heures par semaine. Et je crois que cette année-là, il transitionnait sur du 22-23 heures. Alors que tu parlais aux Norvégiens et tu voyais qu'ils s'entraînaient 30 heures, 35 heures par semaine, 40 heures, les grandes semaines d'entraînement. Et en parlant avec Richard, le père de Sam, il disait, ben, en fait, c'est un levier de progression et on ne veut pas griller les étapes parce qu'on a un plan d'évolution pour Sam sur les 5-6 prochaines années. Alors, est-ce qu'il pourrait faire 30 heures aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait faire 35 heures aujourd'hui? Oui, il pourrait les faire. Forcément, ça prendrait un petit peu de temps pour l'ajustement. Est-ce qu'il pourrait les faire? Oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour utiliser ce levier de progression ou pas? Et je pense que on veut trop rapidement tout optimiser et tout maximiser, alors qu'en fait, laisser pas mal de choses sur le côté en disant, tu sais quoi, ça, je pourrais le faire mieux, mais si je me concentre déjà sur les 2-3 trucs que je fais maintenant et que je les exploite complètement et que je reviens sur ce truc-là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand j'en ai vraiment besoin, ça te permet de continuellement progresser. Alors que si tu essayes de tout de suite maximiser tout ce que tu fais, bah en fait, tu plafonnes très très rapidement et tu te tires une balle dans le pied, tu te voles des progrès que tu pourrais faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là aussi, le contexte actuel, quelle est ta semaine d'entraînement type et qu'est-ce que tu as fait comme volume d'entraînement ces 8, 12 dernières semaines. Et ça te donne le canevas de qu'est-ce que tu devrais utiliser comme base pour tes entraînements à venir. Ben c'est pour ça que ma chaîne, c'est The Slow Method, parce qu'à chaque fois que moi j'ai ralenti ou diminué un truc, j'ai toujours accéléré en fait. Mhm. C'est assez contradictoire, mais à chaque fois que je me suis dit, bon, je sais pas, à chaque fois que j'ai réduit les choses, j'ai fait plus de progrès que quand j'essaie de tabasser les choses comme un forcené. Et c'est assez paradoxal. Je pense que c'est dur de le comprendre si on ne le vit pas. Mhm. C'est pour ça que j'essaie de. Et ça, en fait, j'aime bien le levier de la frustration aussi. Tu sais, je fais ça avec mes coachés au début, le premier mois en fait. Genre, je leur fais faire des choses, mais pendant 1 mois, je veux juste voir s'ils arrivent déjà à placer leur séance. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai quatre fois 2 heures. Je fais, bon, bah, je vais te faire 2 fois 30 minutes. Mais ouais, et des fois, ils en font qu'une, parce qu'ils n'arrivent même pas à placer la deuxième. Je dis, bon, bah, là, tu arrives à en faire qu'une, en fait. Je dis, ah oui, mais c'est parce que. Oui, mais là, techniquement, donc la semaine prochaine, bah, tu vas reprendre la deuxième séance, on va faire progresser celle que tu as fait, machin et tout. Et en fait, tu brodes et tu te rends compte qu'une fois que ces créneaux sont placés, là, ils peuvent grandir, parce qu'ils ont été. Tu vois, the pins have been put in the. Enfin, voilà. On a mis on a mis le pion où il faut, et là Mhm. maintenant, lui, il peut placer ses attaques et faire ce qu'il a besoin de faire. Ouais. Et surtout, tu as développé une régularité. Et à mon avis, c'est le truc le plus important à l'entraînement et dont on parle le moins. On se soucie tellement de quelle séance, quel fractionné, quel rep, quel set pour les squats, comment est-ce que je veux dire. Tu sais quoi? Choisis les entraînements qui vont faire en sorte que tu t'entraînes chaque semaine en perpétuité. Et Ouais. les progrès, ils sont là en fait.
Il y a pas de séance magique, il n'y a pas de séance du héros qui va te faire doubler ta VO2 max. Non, non, c'est l'accumulation de travail de qualité dans le temps. Et donc, oui, ça commence par exactement ce que tu as dit, par une routine, par quelque chose que tu peux reproduire chaque semaine, quelque chose dans lequel tu peux rester régulier, quelque chose qui n'est pas trop contraignant et qui te permet de récupérer correctement chaque semaine pour revenir plus fort et continuer ce cycle. Mais on est trop dans la gratification instantanée. Alors ça, c'est vrai dans plein de choses aujourd'hui, hein, les réseaux aident pas, mais c'est un petit peu le monde de 2025. Et je pense que si on arrive à prolonger un petit peu l'horizon des objectifs, et plutôt que de se dire, voilà, je commence une routine et je vais essayer de tout faire cette semaine, c'est non, est-ce que tu peux faire 10, 15, 20 minutes tous les jours pour les 3-4 prochaines semaines? Et là, tu as créé une routine, et là, tu as ancré ça dans ton quotidien, et là, tu as mis ça dans ton calendrier, c'est répété chaque jour ou chaque semaine, et ça bouge pas. Et là, tu peux commencer à vraiment faire des plans sur la comète, voir un plan d'entraînement et voir des progrès, parce que c'est tout sur le moyen long terme, il n'y a rien d'instantané. Je pense que c'est quand même intéressant d'utiliser ce levier de la gratification à court terme aussi. Tu sais, l'espèce de petite, tu as des petites gratifications, tout en ayant cet objectif à long terme. C'est bien que les gens, c'est pour ça que je fais des séances trop faciles au début pour qu'ils disent ah bah j'ai tout fait, c'est cool. Tu vois, la séance elle a été faite complètement le premier mois, surtout c'est des gens qui n'ont jamais vraiment eu un plan régulier parce qu'ils se disent ah bah ouais bah, je l'ai fait, je suis fort, c'est facile. Et après tu commences à broder genre ah ça commence à être plus dur là, mais j'y arrive quand même, tu sais. Et au fur et à mesure et ces petites gratifications là, tu sais, en voyant l'objectif à long terme, d'avoir quand même ces petits moments où ils sont contents au lieu de et enfin, je pense qu'en fait, c'est comme en endurance, c'est cette espèce de pyramide où il faut en fait avoir à la fois être content d'avoir réussi un truc sur le court terme et d'avoir le long terme aussi. C'est pour ça que à un moment donné, moi j'aimais beaucoup le conjugate training de Westside parce que en fait, je faisais un record par semaine. C'était un overhead squat, bras pliés en mode sumo, cours le squat, mais sur hey, record, et je note mon record et j'étais content. Et en fait, ça avait une espèce de gratification par séance qui était cool, mais en même temps, ça me permettait de voir où étaient mes points faibles, donc de pouvoir rajouter des mouvements qui corrigeaient ces points faibles, etc. Et ouais, donc je crois que c'est important d'avoir cet éventail de choses. Et il y a ça. Et je voulais aussi parler aujourd'hui des différents facteurs ou des bras de levier si tu veux, qui influent en fait la performance en endurance. Et ce que je voulais voir juste avant ça, c'était, quand on parlait du canevas sur la semaine, est-ce que, en termes d'organisation, parce que ça c'est ce que moi je teste, je découvre encore un peu en ce moment, comme j'essaie de rajouter des séances qui sont un peu, antinomiques l'une derrière l'autre, ou l'une dans une journée, ou l'une, tu vois, de se rendre compte que bah oui, faire un squat lourd le matin et un fractionné en descente le soir, c'est peut-être pas dingue, enfin ce genre de choses. Est-ce que dans ce que tu as observé, il y a des choses que tu dirais, ce qu'il ne faut pas faire, ça peut être aussi intéressant que ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a deux grandes règles que j'aime suivre quand on parle de la répartition des séances dans la semaine. La première, c'est qu'on veut jamais deux gros jours, ou jamais plus de 2 gros jours à la suite l'un de l'autre. Donc si lundi, mardi, tu t'es mis des caisses, où tu as fait beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, en gros que tu es fatigué, le mercredi, invariablement, il faut que ce soit un jour facile. On ne fait pas plus de 2 jours difficiles à la suite. Et en plus de ça, sur une semaine, la majorité des gens ne devraient pas faire plus de 2, peut-être 3 gros jours d'entraînement. Un gros jour d'entraînement, c'est quoi? C'est, comme tu as dit, c'est peut-être un squat le matin et un fractionné l'après-midi. Ou une séance d'intervalle dure sur le vélo le matin et une séance dure en renfo l'après-midi. Je pense que le fait de condenser 2 séances difficiles sur une journée, c'est très, très intelligent, contrairement à ce que les gens pensent. Hein, on se dit souvent, ouais, je vais répartir mes entraînements dans la semaine pour les écarter, pour essayer de répartir au mieux et d'être frais à peu près pour toutes les séances. Mais en fait, si tu as une séance intense, il faut savoir qu'elle soit axée force ou cardio. Une séance intense, ça va te prendre 48 heures pour récupérer, voire 72 heures. Donc, si tu as fait une grosse séance le lundi, le mardi, tu n'es pas frais pour ta séance. Donc, pourquoi pas condenser ces 2 grosses séances sur le même jour, ce qui fait que le jour d'après, ça peut être un jour facile et tu n'as pas dépensé toutes tes pièces sur 2 jours différents. Tu les as toutes mises en fait sur un jour. Et ça, c'est
quelque chose que j'appelle the high-low method, et quelque chose qui a été popularisé par Charlie Francis, le coach de sprint canadien à l'époque. Et il y a une étude super intéressante qui a été faite sur les chevaux de course pour étudier le surentraînement. En gros, ils ont fait je crois que c'était une étude sur 40 semaines, et ils alternaient les jours faciles et les jours difficiles. Donc il y avait un jour dur, un jour facile, un jour dur, un jour facile. Et toutes les 3 ou 4 semaines, ils faisaient un test d'effort sur tapis pour les chevaux pour quantifier leur VO2 max, leur performance et voir comment ils évoluaient. Et donc ils ont mis en place ce programme, un jour dur, un jour facile, un jour dur, un jour facile. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont monté les curseurs sur les jours difficiles. Et quand ils montaient les curseurs d'intensité ou de volume sur les jours difficiles, mais qui gardaient les jours faciles, les chevaux progressaient. Par contre, quand ils faisaient l'inverse, quand ils montaient les curseurs de difficulté ou de volume sur les jours faciles, donc en fait les jours faciles commençaient à ressembler aux jours difficiles, là les chevaux ils baissaient en performance et ils commençaient à montrer des signes de surentraînement. Et en fait, c'est la même idée que ce que j'ai dit avant, où c'est de là que découle ce que j'ai dit avant. Pas plus de 2 jours difficiles à la suite l'un de l'autre, et pas plus de 3 gros jours dans la semaine, parce qu'il faut contraster en fait les charges que tu imposes sur le corps d'un jour à l'autre. Et ça, c'est un concept qu'on appelle la monotonie en planification de l'entraînement. Et en gros, c'est à quel point les séances ou les jours se ressemblent les uns aux autres. Et tu me demandes peut-être, ouais, mais comment est-ce qu'on peut comparer un jour cardio et un jour force ? Il y a une mesure qui, à mon sens, est indispensable pour toute personne qui veut performer en hybride, c'est le concept du RPE ou du ressenti. Et rien ne t'empêche d'assigner un RPE de séance pour une séance de force. Donc, tu as fait une grosse séance de force qui a duré 1h30 avec des accessoires derrière, tu es crevé, tu as le nerveux dans les chaussettes. C'était une séance à 9 sur 10. Bah, tu fais 9 fois 90, parce que 1h30, 90 minutes, ça donne ta charge pour cette séance. Au même titre que tu fais une grosse séance de vélo avec des gros intervalles, etc. C'était un 9 sur 10, ça a duré 1h30. Et ben, la charge d'entraînement est la même. Même si on ne peut pas comparer les fréquences cardiaques, les poids, les répétitions, les séries, mais on peut comparer la charge perçue. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement bien étudiée, qui est extrêmement pertinente à utiliser, surtout quand on veut comparer ces jours-là. Et donc oui, ça te permet de comparer jour A, jour B, jour C, enfin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et t'assurer que tu n'as pas plus de 3 jours qui sont à haute charge et que tes jours faciles sont vraiment contrastés par rapport à tes jours difficiles. Et qu'on ait vraiment une grosse différence de charge entre ces jours-là, ce qui permet au corps de récupérer et ce qui te permet de reperformer ensuite sur ta grosse séance qui suivra parce que tu as fait les choses intelligemment. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que quand tu fais une sortie longue, même si c'est de la zone 2, mais très très longue, tu pousses le curseur sur un truc, tu fais tu fais 20 bornes, alors que bon, bah, tu as monté le truc, même si l'intensité n'est pas très haute, avec la longueur, en fait, à la fin, t'es brisé. Donc pour toi, c'est quand même un 8-9, t'étais là, genre, je suis allé au bout de moi-même sur la longueur du truc. Et c'est pareil, sous un squat en 1 RM ou un soulevé de terre, tu peux être sur un 9 aussi, sur des choses qui sont complètement à deux opposés Exactement. de charge. Et c'est vrai que c'est un super outil. C'est comme, tu sais, quand j'ai fait une vidéo récemment sur le fait que les outils sont pas là pour donner une mesure exacte, c'est pour donner une direction et que c'est bien d'avoir plein d'outils en même temps. Donc par exemple, du cours, tu sais, enfin moi, il y a des jours où ma fréquence cardiaque, bah, elle est plus haute que d'autres. Et donc j'utilise ma sensation, les sensations que j'ai par rapport à ça et par rapport à ma variabilité de fréquence cardiaque ce jour-là. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que je prends en compte pour essayer de me dire est-ce que je suis dans la bonne zone approximative. Par exemple, aujourd'hui, là, je suis allé courir. Je devais aller faire des 400 mètres sur piste. Et y aller, j'étais là genre... c'est dur et tout, alors que je courais plus vite que d'habitude, à une fréquence cardiaque moins élevée. Et donc, je me dis, bon, bah, y a un truc qu'il faut quand même que je prenne en compte, parce que j'ai cette sensation-là, même si mes facteurs sont bons, j'ai une mauvaise sensation. Donc, je sais pas trop, tu vois, je trouve ça intéressant. Alors, je pense que tu as tout à fait raison de prendre plusieurs points de vue, plusieurs points de données et de trianguler pour essayer de trouver la bonne interprétation. Là où je pense qu'on peut affiner les choses, avec ce que tu viens de mentionner notamment, si ta fréquence cardiaque est plus basse et que ton ressenti est plus haut, donc tu es dans le dur, mais ta FC est plus basse, ça c'est un signe que ton corps il est fatigué en fait. Parce que faut se dire que la fréquence cardiaque qui monte, on va dire que c'est influencé par
ton système nerveux sympathique. Donc par le mécanisme de fight or flight, d'activation nerveuse si tu veux. Et donc si tu as le nerveux dans les chaussettes, ben, tu vas pas pouvoir activer entre guillemets autant et donc ta fréquence cardiaque ne pourra pas monter autant. Alors c'est vrai aussi que par exemple si tu es malade, ta fréquence cardiaque sera plus haute qu'à la normale. Mais en général, une fréquence cardiaque plus basse et un ressenti plus élevé, une difficulté perçue plus élevée, les deux ensemble veulent souvent dire que tu es fatigué. Et dans ce cas-là, ben, ce qui est intéressant avec le fait d'écouter son ressenti, si tu avais que regardé ta fréquence cardiaque, tu aurais dit je suis super fit, je suis 5 battements plus bas que d'habitude. Mais non, tu croises ça avec ta perception et tu te rends compte que non, en fait, aujourd'hui, je suis fatigué, mon corps il est fatigué, je le sens et je le vois. Et donc, est-ce que je vais faire la séance telle qu'elle était écrite parce que je suis dans un certain cycle, on va arriver sur un deload la semaine prochaine, je peux me permettre de pousser un petit peu le bouchon. Ou alors, est-ce que je suis en début de cycle, est-ce que normalement je devrais être frais, mais je ne le suis pas parce que, je ne sais pas, perso, sommeil, autre chose. Et est-ce que c'est mieux d'ajuster et peut-être faire une séance facile aujourd'hui à la place et placer mes 400 répétés plus tard dans la semaine quand je me sentirai un petit peu mieux. Et une fois que tu comprends ces concepts, ça te permet d'autoréguler en fait tes entraînements et d'organiser ta planification de manière intelligente par rapport à toi. On a toujours cette perception que le programme, c'est le mot du Seigneur et qu'il faut absolument le respecter à la lettre parce que sinon tout va s'effondrer. Mais en fait, le plan c'est une hypothèse et il est complètement dépendant de la capacité de ton organisme à l'absorber et à l'effectuer. Et si tu n'es pas en mesure d'effectuer la séance parce que tu n'étais simplement pas prêt pour cette séance ce jour-là, tu étais trop fatigué ou tu n'avais pas récupéré comme tu aurais pu ou tu aurais dû le faire, et ben, il faut ajuster le plan. Et ça, je pense que c'est quelque chose à communiquer aux gens avec qui on travaille qui est très, très importante. C'est qu'ils comprennent que modifier un plan, c'est absolument pas un problème. Moi, quand Claudia, elle me dit aujourd'hui, j'ai pas fait 10 intervalles, j'en ai fait 8 parce que j'étais vraiment pas bien ou je suis sur le 2e jour de mon cycle menstruel et donc il fallait que je modifie un peu les choses. Mais c'est ce que je veux entendre. Je veux pas entendre des j'ai tout fait à la lettre, par contre, je suis dans les chaussettes et puis j'arrive pas à récupérer. Parce qu'encore une fois, perspective, moyen, long terme. Et il faut respecter ça. Ouais, j'aime bien dire c'est le corps qui décide. Tu sais. C'est-à-dire que le plan il est là, tu peux parfois faire une séance mais te brûler les ailes. Et c'est les Norvégiens aussi qui disent toujours reps in reserve, même en endurance. C'est-à-dire qu'on en entend parler en bodybuilding et tout, mais c'est bien de se dire à la fin de ta séance, bon bah ouais j'en avais encore une ou deux, ou enfin il y avait moyen de pousser un peu plus loin si je le voulais. Et ça aussi c'est important à savoir que t'es pas obligé d'aller tu sais il y a le no pain no gain 100%, 110% tout le temps, mais ça c'est très bien quand t'as 18 ans et que tu commences, tu débutes et genre t'as des super progrès sur 3 mois et puis genre je suis tombé malade, bon zut alors ma progression s'est arrêtée, je suis retombé malade 3 mois après, non c'est bizarre je comprends pas, je me suis blessé cette fois, mais bon la prochaine fois ça va durer 7 ans à 100% enfin tu vois, et c'est compliqué ça c'est un truc que je saurais pas, mais moi je tombe très 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 peu malade. Je pense que je crois que la dernière fois que je suis tombé malade, ça devait être le Covid 2021, un truc comme ça. Ouais, et parce que genre dès que je sens que genre j'ai un down, je réduis tout, je fais attention, je prends de trucs de recul et puis je repars quoi. Ouais, c'est super important cette notion de ressenti, elle est pas forcément, on veut tous le plan parfait comme tu disais, mais en fait ça n'existe pas. Toujours partant sur l'idée du canevas sur la semaine. Donc là, du coup, c'est marrant parce qu'on est en train de construire un espèce de plan, de pseudo plan d'entraînement. Mais donc voilà, d'essayer de répartir 3 séances un peu intenses, éviter d'en faire 2 l'une derrière l'autre. Oui, parce que le corps. Ça aussi, je voulais en parler tout à l'heure. Ce qui est important, c'est pas le stress que tu as. Enfin, le stress est important, mais il faut que tu puisses récupérer. Enfin, il faut que tu récupères suffisamment de ton stress pour que le stress ait eu un impact positif sur toi. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que le plus important c'est de s'entraîner, mais je suis pas certain. Enfin, les deux sont équivalents quoi. C'est-à-dire que il faut suffisamment stresser, mais il faut suffisamment récupérer pour que ce stress ait eu un intérêt. Et donc, je sais pas si est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, parfois, ne pas s'entraîner après une grosse journée, parce que le plan te le dit, pour privilégier la récupération? Est-ce que tu penses que des séances plus basses, de maintenir une séance plus basse, parce qu'il y a cette histoire de est-ce que la récupération active, ça existe
aussi. Parce que ça, je pense que on commence à avoir un peu des doutes sur est-ce qu'il vaut mieux pas juste récupérer, dormir, manger, Mm. au lieu de faire une séance plus douce pour mieux récupérer, entre guillemets. Ça, là, ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà, on peut dissocier la récupération passive et la récupération active en termes de ce que tu vas faire entre les intervalles, par exemple dans une séance. Mm. Et ça, on sait que si tu es sur des intervalles qui sont sous-maximaux, tu vas mieux récupérer en récupération active. Et que si tu es sur des efforts qui sont maximaux, là, tu as meilleur temps de faire de la récupération passive parce que tu vas récupérer plus rapidement et tu pourras mieux repartir sur la prochaine prochaine intervalle, par exemple. Après, il y a l'idée de la récupération active en termes de séance ou d'objectif de séance. Et là, je pense que l'individu doit essayer les deux et doit choisir ce qui lui convient. Clairement, si tu te lèves et tu n'arrives même pas à sortir du lit parce que tu es en morceaux, parce que tu as fait un 5 par 5 au squat le matin d'avant et un gros fractionné le soir, peut-être qu'il faut que tu prennes un bain, que tu fasses quelques étirements et puis que tu lises un livre et puis que tu fasses rien d'autre. Après, est-ce que tu te sentiras mieux si tu vas faire tourner les jambes une demi-heure sur le vélo ou faire un petit peu de mouvement léger dans la piscine ou quelque chose comme ça? C'est possible aussi. Mais il faut que le ressenti il reste à 1 sur 10 sur cette séance. Et je pense que c'est là où il est le problème. C'est qu'on dit, ouais, je fais une séance de récup active, donc je vais faire un petit footing pendant 20 minutes. Mais bon, après, je me sentais un petit peu mieux, donc je me suis un petit peu chauffé. Après, j'ai vu la coach, j'ai dit, vas-y, on y va. Après, il y a quelqu'un qui a essayé de me dépasser, et puis j'ai voulu le battre, donc j'ai sprinté jusqu'en haut. Et au final, ta récup active qui devait faire 1 sur 10 pendant 20 minutes, elle a fini par faire, t'as fait un 10 bornes à moitié à bloc, parce que tu te sentais bien à la fin, et au final l'objectif de séance il n'est pas rempli. Donc il faut être clair sur quel est l'objectif de ma séance, qu'est-ce que j'essaye de faire avec cette séance, et si le but c'est de récupérer, faut vraiment que ta séance elle reflète ça dans sa composition et dans le ressenti que toi tu vas en retirer. Donc oui, je pense que les séances de récupération active elles sont utiles de ce point de vue là, notamment si tu fais déjà beaucoup de volume. Et que les jours de repos total, qu'est-ce que ça va faire? Ça va baisser ton volume d'entraînement. Et selon ce que tu essayes de faire, tu es un Kilian Jornet par exemple, et tu cours 30-35 heures par semaine, un jour complètement off, lui, une récup active, c'est 2 heures de footing, tu vois. Parce qu'il fait 5 à 7 heures de course les autres jours, et ça, c'est sa zone 2, tu vois. Donc, il faut contextualiser la récupération active. Il faut qu'il y ait un contraste flagrant entre la charge de cette séance et les autres séances que tu vas faire, qui sont des séances, disons, de développement. Ça, c'est vraiment une séance qui est là pour te faire bouger, pour te faire du bien, pour te régénérer. Donc il faut vraiment pas qu'il y ait de charge mentale et pas de charge physique non plus. Donc c'est pour ça que récup active, il faut que ça reste du 1 sur 10 en termes de difficulté et qu'elle soit plutôt courte la séance. Moi j'ai rien contre. Si tu as envie d'aller bouger un petit peu parce que tu te sens mieux, bouge un petit peu, mais garde en tête l'objectif de séance et entraîne-toi en conséquence. Ouais, ça marche. C'est inversement parfois, c'est genre je sais pas si je veux y aller. J'aime bien dire aux gens, vas-y, échauffe-toi, bouge, fais quelques étirements si tu veux. Et parfois, les gens font leur séance quand même. Ils disent, en fait, j'ai juste besoin de me bouger et de faire ma séance et tout. Et parce qu'il y a pas mal de... parfois, le plus dur, c'est vraiment le fait de s'y mettre. Tu sais, le premier push, tu sais, quand tu dois faire une séance. Et si tu peux juste t'auto-feinter ou feinter les autres à leur dire fais 5 minutes, c'est pas grave, normalement ça crée cette espèce de push, cette inertie qui fait qu'ensuite ils se mettent à faire une séance. L'effet boule de neige, et je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose de très important, notamment pour ceux et celles qui ont de la peine à commencer l'activité physique. C'est en fait de ne pas penser à la séance ou à ce que tu vas faire ou à quel point ça va être difficile ou à quel point ça va être long, mais juste penser au fait de commencer et te focaliser sur mon objectif aujourd'hui, c'est de commencer mon échauffement. Il n'y a rien d'autre en fait. Voilà, et il faut que tu ailles à la salle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir d'avant, tu as ton sac déjà dans la voiture, à côté de la porte, comme ça tu l'oublies pas, comme ça tu n'as pas l'excuse de ne pas y aller si tu dois aller à la salle. Tu as déjà le créneau dans ton agenda qui est fixé. Tu vas à la salle, tu fais ton échauffement et tu te dis, si après 10 minutes je me sens pas bien, on verra. Mais fais 5 minutes, fais 10 minutes,
regarde comment tu te sens. Et comme tu l'as dit, en général, quand tu commences à bouger, tu te sens mieux et tu as le sang qui circule. Tu chauffes un petit peu et là, en général, tu es parti pour la séance. Et on en revient à ce que tu disais avant avec les petits éléments de gratification instantanée. J'avais vu un concept dans un bouquin qui m'avait fasciné à l'époque qui s'appelle Switch de Dan et Phil Heath, qui est un livre sur les changements de comportement. Et il disait, au lieu de se concentrer sur les milestones, donc les pierres qui se trouvent tous les kilomètres ou tous les miles, eh ben, tu vas penser en inch pebbles. Donc, tu vas penser en petits grains de pierre qui sont tout petits et qui sont très réguliers. Donc, ça revient à ce que tu disais avant, c'est trouver des tout petits objectifs sur lesquels tu peux te focaliser, sur lesquels tu peux gagner, valider. Et ça va créer ça va vaincre l'inertie, ça va créer cette régularité. Et c'est ça qui va te permettre de performer ou de rester régulier dans la durée. Et si quelqu'un, un profil qui fait déjà un peu des sports de force, non, on va partir sur du sédentaire. Le sédentaire, tu penses que quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie, sauf à l'école, et qui aimait pas trop ça, et puis qui maintenant travaille de bureau, tu sais, qui a pris un peu de surpoids et qui fait moins de 3000 pas par jour, tu remonterais la pyramide, toi, plutôt. Donc tu ferais genre marche ou course-marche ou vélo ou machin. Tu commencerais par un zone 2, une fois par semaine, 20 minutes, et tu construirais là-dessus, tu penses ce serait le... Parce que en ce moment, on est en train de voir partout que la VO2 max, c'est un des... Enfin, ça et la force du quadriceps. Enfin, la force, en gros, sont les deux piliers de longévité et de santé. Et nous, on va sortir une application, justement, qui essaie de promouvoir ça sur les différents facteurs, au lieu de juste se focaliser sur non, arrêtez de manger, non, faites ça, de faire une espèce de micmac de tout, de tout faire graduellement monter au fur et à mesure du temps. Et quelqu'un qui voudrait faire augmenter sa VO2 max, toi tu partirais plutôt. Je te pose la question, comment tu construirais ça pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait vraiment Quelqu'un qui est sédentaire et qui fait moins de 3000 pas par jour, déjà, je ferai beaucoup plus de pas par jour. Et j'essaierai de drastiquement augmenter la quantité de mouvement dans la journée. Commencer avec de la marche, idéalement dehors et idéalement au soleil ou dans la forêt. Et ça, c'est des paramètres de santé dont on ne parle pas encore assez et qui, à mon avis, vont commencer à prendre peut-être pas le devant de la scène, mais commencer à vraiment se placer de manière importante vis-à-vis de notamment l'endurance et la force. Tu as cité ça avant, hein, ta santé cardiovasculaire, donc VO2 max étant un des métriques importants là-dedans, ça va déterminer en grande partie ta longévité et ta force va en grande partie déterminer la fonction que tu gardes dans tes années avancées. Donc si tu veux être en santé longtemps et bien fonctionner, eh ben, il faut être fort et être endurant. Mais pour quelqu'un qui commence tout en bas et qui fait moins de 3000 pas par jour, commencer à faire beaucoup plus de marches par jour. Et si beaucoup plus, ça fait peur, ben, au lieu de 3000, commence à faire 5000 et progresse sur 6000 et progresse sur 7000. On en revient à ce qu'on disait avant. Commence là où tu es maintenant et rajoute et mets en place des stratégies pour petit à petit faire un petit peu plus. Tu vas au boulot en transport en commun, ben, arrête-toi 2 arrêts avant en bus ou en train et tu marches. Et tu fais en sorte de planifier ça dans ta journée. Oui, ça veut dire qu'il faudra soit te lever un peu plus tôt, soit aller te coucher un petit peu plus tôt le soir d'avant, soit partir un petit peu plus tôt de la maison, soit si tu travailles dans un bureau et tu as un appel à faire ou tu as un appel à prendre, ben pourquoi pas le prendre avec les oreillettes et puis sortir marcher au soleil. Et ça, je pense que c'est des choses auxquelles on ne pense pas assez et qui peuvent vraiment faire une grande différence d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du bien-être. Moi, c'est une des choses qui m'a manqué dans la première année où j'ai commencé à vraiment bosser beaucoup depuis la maison. C'est pas assez sortir, c'est pas assez bouger. Même si j'ai une salle de sport juste là et je fais mon heure de sport, ben ouais, mais je fais 1 heure de sport dans la journée, alors que l'humain, il est fait pour bouger 6-8 heures par jour. Ouais. Donc forcément, quand tu es assis dans un bureau toute la journée, tu prends la voiture pour aller au travail et le soir, tu te poses devant la télé. Même si tu as fait 1 heure de sport à la salle, tu es un athlète sédentaire en fait. Ouais. Et donc je pense que la marche, c'est le point de départ pour les gens qui sont sédentaires. Et après, j'orienterai la chose sur ce que les gens préfèrent. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire du renforcement, ben, je l'encouragerai à faire du renforcement 2-3 fois par semaine. Commencer par des séances qui vont durer 20-25 minutes maximum et privilégier la régularité au volume dans un premier temps. C'est-à-dire que je préfère que tu fasses 4 fois 15 minutes dans la semaine plutôt que tu fasses 1 fois 1 heure. Parce que cette régularité va encore une fois amener ce changement de comportement que l'on recherche sur le moyen et long terme. Si la personne préfère faire du cardio, va faire du cardio.
Parce qu'au départ, on s'en fout en fait de qu'est-ce que tu fais. L'objectif au départ, c'est de faire quelque chose. C'est de faire quelque chose de plus et de différent de ce que tu fais maintenant. Donc pourquoi pas, au lieu de dire non, le vélo c'est mieux ou non, la course à pied c'est mieux, non, si, ça, commence avec ce que toi tu aimes et ce que toi tu as envie de faire. Et tu verras qu'une fois que tu as développé une routine là-dedans, tu peux facilement venir greffer d'autres activités ou faire évoluer tes activités une fois que tu as déjà établi ce cadre en amont. Donc la marche et ce que tu préfères faire, ce serait mon point de départ. Ouais, non, c'est top. Et le truc difficile, tu sais, c'est quoi le meilleur sport? Bah, c'est ce que tu arrives à faire, ouais. En fait, en gros, il y a des gens, ouais, mais j'aime pas faire du sport. Ah, écoute, franchement, tu prends la liste de tous les sports qui existent, boum, et bah, tu les fais les uns après les autres, tu sais, et de la danse, va faire de la danse, franchement, juste, ça compte aussi, hein, c'est pas négligeable. Et tu vas avoir le sourire tout le long et tu vas passer un bon moment et tu vas développer une communauté autour de toi. Et ça, c'est toutes des choses qu'on sous-estime vis-à-vis de la santé aussi. C'est pas juste être actif physiquement et avoir des gros biceps. C'est aussi faire des choses qu'on aime, prendre du plaisir, se dépasser, voir des gens, partager des choses de qualité avec des gens autour de toi. Et toutes ces choses-là sont très très importantes. Donc oui, si tu te dis je vais commencer, je sais pas, je vais faire du bowling parce que j'adore ça, va voir ton club de bowling local, va t'entraîner 3-4 fois par semaine, évite de te goinfrer pendant que tu fais des entraînements parce que c'est clairement l'endroit optimal pour le faire. Et tant que tu arrives à parer à ça et que tu fais les choses intelligemment, je pense que l'activité, c'est déjà la première chose à mettre en avant. Ouais, je pense on pourra clipper ça et le mettre, mais il y a pas mal de gens, tu sais, qui, quand ils ont un surpoids ou quoi, ils ont un peu peur d'être à la salle et d'être jugés. Et moi, dans ma tête, ça me paraît bizarre. Alors, je peux comprendre, mais c'est vraiment l'endroit où, si quelqu'un vient à la salle en surpoids, un peu timide et commence à pousser des trucs, je pense que c'est l'endroit où tout le monde sera vraiment content d'aider, de conseiller si besoin ou de laisser tranquille. Et il y a pas, en fait, il y a justement aucun jugement. C'est genre super, la personne vient et elle veut se remettre en forme. Et les gens à la salle, si on tombe dans une salle où les gens jugent, je pense que ce serait une fraction vraiment minime de ces gens-là qui le feraient, quoi. Ouais. Et ces gens-là, c'est une plaie. Et à mon avis, il faut être absolument intransigeant avec ces comportements. Que ce soit des petits jeunes ou que ce soit des vieux cons qui respectent pas les gens qui viennent à la salle pour la première fois et qui veulent se remettre en forme et qui veulent être actifs et qui ont peur de le faire mais qui le font quand même et qui ensuite se font dénigrer ou se font pointer du doigt. Les gens qui agissent comme ça, à mon avis, moi, ça me fait bouillir le sang, je te jure. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent, mais ça, c'est le genre de choses qui m'énervent vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment être intransigeant avec ces gens-là. Faudrait qu'ils perdent leur abonnement à la salle, faudrait qu'ils aient une amende, je sais pas quoi, mais c'est très très important qu'on soutienne les gens qui veulent devenir actifs physiquement et qui ont peur de le faire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, la majorité des salles et la majorité des gens qui fréquentent des salles de sport, ils ont tous commencé un jour dans cette position-là et donc ils seront tous contents de donner un conseil ou de spotter avec une barre ou d'aider quelqu'un qui est là pour la première fois, qui a peur. C'est très très important. Ma mère, elle a commencé à faire du pilates là récemment. Elle m'a dit ouais, c'était génial. Les filles avec qui j'étais, elles étaient toutes plus jeunes que moi, mais elles m'ont donné des petits conseils. Il y en a une qui m'a dit après ouais, c'est pris en charge par l'assurance, c'était super sympa. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant aussi, au-delà de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, qui est très très important, mais revenir à ce sens de communauté, revenir à ce sens on est des êtres sociaux avant tout. Et retrouver ce goût du groupe et de l'union, malgré nos différences, malgré tout ça, c'est très très important et d'autant plus important de soutenir les gens qui veulent commencer une activité physique et qui peut-être ont un petit peu peur, mais c'est à nous de les aider, c'est à nous de leur dire bonjour quand ils arrivent à la salle la première fois, c'est à nous de faire cet effort. Il faut qu'on s'imagine en fait l'effet qu'on peut avoir sur une personne qui vient à la salle pour la première fois, ça fait peut-être des mois qu'elle y pense, et elle se pointe, et elle fait sa séance, et tu as 3 personnes qui viennent te dire ouais, bienvenue à la salle, ça fait plaisir de te voir ici, je vois que tu travailles dur, je me réjouis de te revoir la semaine prochaine. La patate que ça te met quand tu entends quelque chose comme ça. Et je pense que ces petits mots, ces petits détails d'attention, pour nous, ça paraît dérisoire, ça paraît même peut-être stupide, mais ça peut littéralement changer la vie de quelqu'un.
Donc c'est à nous, en fait, quand on voit quelqu'un de nouveau dans la salle, d'aller vers eux et de dire bienvenue, moi je m'appelle Sean, si tu as une question, n'hésite surtout pas. En tout cas, c'est cool de te voir à la salle et puis j'espère te revoir bientôt. C'est aussi simple que ça prend 7 secondes et tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment à nous de faire ce pas, d'aller de l'avant et de revenir aux choses humaines, si on veut bien. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte de plus en plus à quel point les métiers tu sais, d'accueil et même tu sais, les caissières ou quoi, en fait, c'est des métiers qui vont au-delà de. Je me rends compte de plus en plus de l'importance de. C'est que tu tombes sur une caissière qui est un peu joviale et qui dit bonjour, machin, tout, vous allez bien, machin, tu sais, qui il passe le truc au lieu de. Tu vois, de passer le truc comme ça change une journée en fait. C'est dingue. Tu sais que toi, t'es un peu C'est dans ta clair. tête, machin et tout. Il dit bonjour monsieur, j'espère que ça va et tout. Et en fait, la politesse, le fait d'être gentil et sympa autour de soi, c'est bête, mais tu sais, d'amener. J'aime bien cette idée de. Je trouve que le sport et des choses comme ça et l'entrepreneuriat et la production de choses, c'est de l'alchimie, tu sais, de pouvoir transformer l'histoire de la transformation. Et j'aime bien, quand j'arrive quelque part, de me dire j'ai laissé quelque chose de positif. Quand je vais dans des endroits et je vois que tu as des feuilles un peu en débarras, tu sais, tu les mets bien et genre, tu te dis que tu as laissé l'endroit un peu mieux ou dans une salle d'attente ou dans une conversation, tu essaies d'apporter quelque chose, tu sais, d'essayer de donner plus que tu ne prends, tu sais, de transformer les interactions que tu as et la transformation physique de soi, des autres. J'aime bien cette idée de partage et d'essayer de transformer les gens pour le mieux ou en tout cas voilà, dans la direction où eux ils veulent aller en tout cas. Il y a, il y a un dicton en anglais que j'aime bien, il se traduit pas super bien en français, enfin j'ai pas trouvé la meilleure traduction encore, c'est doing the right thing is always the right thing to do. Ouais. Faire la chose juste, c'est toujours la bonne chose à faire. Et c'est ce que tu viens de dire là, c'est ouais, qu'est-ce que ferait la meilleure version de toi-même? Ça, c'est une question que m'a posée rhétoriquement quelqu'un qui avait été très, très influent au début de ma carrière, un gars qui s'appelle Dan. Et qui m'avait aidé avec mon site web au départ, etc. Et il m'avait orienté sur notamment Gary Vaynerchuk, qui est un grand nom du marketing et qui m'avait beaucoup, beaucoup influencé lui aussi. Et je me rappelle une fois, j'avais un ami que j'avais coaché pendant 3 mois. On avait fait du coaching à distance, des petits plans de renfo à la maison. Il avait une barre, il avait quelques haltères. Donc on avait fait un truc sympa, facile et il avait bien progressé. Et après 3 mois, il m'avait dit... Ouais, Sean, c'était vraiment super. J'ai appris plein de trucs avec toi. J'ai bien progressé. Maintenant, j'aimerais que tu me montres comment écrire un plan d'entraînement. Et là, je me suis dit, oh, mais je peux pas faire ça. Si je lui donne la sauce secrète, après, moi, je sers plus à rien. Et je suis allé parler à Dan, qui me conseillait pas mal à ce moment-là. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit, quand tu as un dilemme comme ça, le plus simple, c'est de te poser la question, que ferait la meilleure version de toi-même? Et en fait, ta réponse, tu l'as. Et je pense que si on se posait cette question plus souvent au quotidien, ça nous amènerait vers de meilleurs comportements vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres aussi. Ouais. Et des fois, c'est peut-être même plus simple de penser aux autres et de l'effet qu'on peut avoir sur eux, parce que sur soi-même, on vit avec soi-même tous les jours, donc la psychologie interne, elle est un petit peu compliquée. Mais oui, simplement faire la chose qui est juste pour autrui, pour la personne qui est là, pour la personne qui viendra après toi, c'est très très important. Et que ce soit dans le fitness ou peu importe quel domaine de vie tu te trouves. Et on peut vraiment avoir un impact considérable de cette manière-là. Ouais, c'est marrant ce que tu dis là. Moi, en fait, j'adore quand les gens que je coach veulent arrêter de travailler avec moi, dans le sens où ils disent, bah en fait, j'aimerais bien essayer de me débrouiller tout seul. J'aime bien, j'ai pris un rythme, j'ai un peu compris les progressions, comment ça se passe et tout. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis genre, mais non, mais je suis là pour ça. Un coach, je t'amène d'un point A à un point B. Et puis, bah, après, si tu sens que tu es indépendant, bah, c'est mon rôle aussi. L'enseignement, c'est ça aussi. Et c'est cool quand les gens arrivent à se débrouiller par eux-mêmes. Et après, ils continuent à. Et ce qui est bien, c'est quand ils te reparlent 6 mois après. Ouais, j'ai continué, j'ai progressé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu fais yes, au moins ça c'est bon, plutôt que 2 mois après. Faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes, là, j'arrive pas. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir des gens qui développent une certaine autonomie et peuvent s'entraîner tout seuls. Et je pense que là-dessus, c'était une préparatrice physique au Canada qui avait dit ça lors d'un séminaire que j'étais allé voir. Carmen Bott, elle s'appelle. Elle bosse dans le hockey sur glace et la lutte, si je ne me trompe pas. Et elle avait dit, il faut coacher tes clients de manière à ce qu'ils n'aient plus besoin de toi, donc les rendre autonomes, mais il faut les traiter de telle manière à ce qu'ils ne veuillent jamais partir. Donc c'est la relation que tu vas créer avec eux qui va faire qu'ils veulent rester et travailler avec toi, même si toi, tu leur donnes toutes les clés
pour qu'il puisse s'entraîner tout seul. Ouais. Mais je pense qu'il faut tendre vers l'économie. Alors, c'est pas un bon business model, mais il faut tendre vers l'économie de nos clients. Alors, c'est pas un bon business model si on reste fixé sur la personne, mais cette personne, elle a un cercle d'amis, un cercle de famille. Si tu fais bien les choses, si t'es compétent, il y aura aucun problème pour que cette personne te trouve 1, 2 ou 3 personnes en plus pour venir bosser avec toi, même si cette personne-là n'est plus à tes côtés. Pour revenir sur le Gary Vaynerchuk, j'ai lu son Crush It et il disait dedans votre meilleure stratégie marketing, c'est de tout donner gratuitement. J'étais genre ok. Et donc en fait j'ai fait une série de vidéos. Pendant un moment là, pendant le Covid, j'en faisais 3 par jour. Je balançais tout. Je reprenais mes cours, j'allais dans les détails et tout. Et je sais pas, j'ai dû atteindre un palier genre les 10 000 followers sur Instagram ou je sais pas quoi. Et il y a des gars, ils ont fait, j'ai des potes qui ont fait mec, faut que tu arrêtes de tout donner là. Et en fait, je me suis dit, ok, donc c'est bon, je suis dans le bon. Faut que tu en gardes un peu là, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tu donnes, même si je faisais une vidéo de. J'ai fait des cours sur Patreon là, genre surtout comment construire un programme d'entraînement, je crois qu'il y a 7 heures de vidéo. Je pense que même si je la balançais sur YouTube gratuitement, il y aurait quand même des questions, des gens qui viendraient, comment est-ce que je l'applique à mon cas, parce que comme tu as dit, en fait, chaque cas est spécifique, c'est-à-dire que tu peux avoir toute la théorie que tu veux, mais moi je suis là, je vais chercher de l'information, je prends des coachs pour moi, j'ai pris un de tes modules justement pour me dire ok, comment est-ce que je peux intégrer les choses et tout, et moi j'adore l'idée de continuer à apprendre, et en fait plus je donne, plus je reçois aussi, parce que aussi quand tu as des cas spécifiques de gens aussi, j'aime bien travailler avec des gens un peu difficiles, tu sais, des 80 ans, rhumatisme des épaules, des machins, et comment tu fais travailler des gens comme ça aussi. Ça permet de répondre à des gens qui ont des questions un peu plus spécifiques. Et ouais, je pense que c'est bien de plus donner que... en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est assez bizarre. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais... La nature aime bien remplir les vides. C'est-à-dire que si tu pousses quelque chose loin de toi, ça crée un vide et les choses reviennent. Et c'est un phénomène assez naturel au final. Enfin, c'est un phénomène physique, littéralement. Ouais. Et oui, il s'avère que c'est comme ça. Moi, je fonctionne de la même manière. Comme je t'ai dit, j'ai été très, très influencé dès le départ par Gary Vaynerchuk. Le podcast que j'ai commencé, c'était grâce à lui. Tout le contenu que j'ai créé depuis des années sur YouTube et sur les autres réseaux, c'est grâce à lui aussi. Et je vois l'impact que ça a sur ma communauté, sur les gens autour de moi, et sur ce que ça a fait pour mon business aussi. Donc si on parle de ce point de vue-là, je pense que oui, plus tu peux donner et plus tu recevras en retour. Et c'est surtout, aujourd'hui, à mon avis, le fait de partager, c'est non seulement créer de la légitimité, et surtout montrer que tu comprends. Ouais. C'est-à-dire que tu peux donner 7 heures, tu peux mettre 7 heures de vidéo sur YouTube pour expliquer à quelqu'un comment écrire un programme. Cette personne viendra quand même te voir et dire est-ce que tu peux écrire mon programme, s'il te plaît. C'est ça, parce qu'elle sait que tu es compétente et elle pourrait le faire elle-même, mais elle va quand même venir s'appuyer sur ton savoir et tes compétences. Les gens, ils viennent travailler avec nous, pas pour la valeur qu'on va leur apporter, mais pour ce qu'on leur a déjà apporté jusqu'ici. C'est intéressant comme phrase, ça. Donc ça, c'est pas moi, c'est Alex Hormozy. Et donc, si tu fais le travail en amont, via ton contenu, via ce que tu partages, en fait, les gens, après, tu n'as plus besoin de les convaincre. Ils viennent et ils viennent d'eux-mêmes. Ils vont pas te poser la question, mais ouais, mais c'est un petit peu cher. Ils vont te dire quel programme je devais prendre. Et ensuite, ils vont te suivre les yeux fermés parce qu'ils te font confiance, parce que tu leur as montré qu'ils peuvent te faire confiance. Et je pense que ça, c'est une grande part du contenu en ligne. C'est créer de la confiance, parce que normalement, en tant qu'être humain, avant les réseaux, avant l'Internet, la confiance, tu la crées en présentiel. Donc, tu passes du temps avec la personne, tu la vois, tu lui parles, et au fur et à mesure des interactions, tu comprends si tu peux faire confiance à une personne ou pas. Cette relation, on l'a pas sur les réseaux, on l'a pas directement, mais le contenu, c'est un moyen de faire en sorte de passer du temps avec les gens, ou qu'en tout cas ils passent du temps avec toi, et qu'ils se rendent compte de ce que tu as à apporter. Et je pense que tu peux toujours cacher des choses, mais c'est très très difficile d'être complètement faux sur les réseaux, et que ça se voit pas du tout.
c'est difficile. Après, le mieux, forcément, c'est de suivre quelqu'un sur les réseaux et après aussi de pouvoir la rencontrer en personne. Et là, tu peux vraiment te rendre compte du genre de personne que c'est. En général, ça te permet de valider tout ce que tu as pensé de cette personne jusqu'ici ou pas. Ouais, les intangibles de l'interaction en vrai, c'est toujours intéressant à percevoir. Et juste, parce que du coup, j'ai pas envie de prendre. Voilà, on a un petit quart d'heure encore, je crois. Je t'avais dit 1 heure et demie à peu près, ça te va? C'est Pas de souci. Ouais, pas de souci, super. Je voulais parler de ça tout à l'heure. Après, on a pris une branche et on est parti. Sur le fait que les gens doivent accepter que pour changer, faut changer. Alors, je sais que c'est un peu bizarre comme phrase, mais tu vois, il faut vraiment. Tout ce qu'on fait, c'est une espèce de. C'est une espèce une mosaïque d'habitudes. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, certaines personnes imaginent que ils peuvent continuer à vivre la vie qu'ils ont et ils vont juste rajouter un truc par-dessus. Et voilà, ça va créer des miracles. Mais en fait, il y a vraiment une refonte presque complète pour que les vrais changements s'opèrent. Parce qu'en fait, se mettre au sport, c'est pas juste faire ta séance, 1, 2, 3 séances dans la semaine. Il y a tout un truc autour qui va devoir changer parce qu'il faut que tu dormes un peu plus, il faut que tu manges un peu différemment, il faut que tu machin. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai déclic de volonté de changement interne avant que l'externe n'arrive. Et en amont, c'est-à-dire que les deux vont être en parallèle, bien sûr, ces deux changements psychologiques et physiques qui arrivent en même temps. Et même quand ton physique change, même ton ressenti change, tes hormones changent, il y a tout qui change. Donc, faut accepter ce changement-là. Et je sais pas si tu as déjà rencontré des cas un peu difficiles où tu sens que ça frotte au bout d'un certain temps, et puis après ça revient, et il y a un déclic qui s'est pas fait. Et je sais pas si tu as des solutions pour ces cas-là, si tu as essayé des choses ou... Je pense qu'on en revient à la psychologie humaine et au changement de comportement. Et en gros, fixer la barre assez bas pour que les gens puissent l'enjamber sans devoir sauter. C'est-à-dire que, oui, sur le moyen long terme, il faudra des changements drastiques. Mais si tu commences avec un changement drastique, à moins que la personne ait vraiment une volonté de faire, si elle a été dans une situation compliquée pendant plusieurs années, défaire ça en changeant quelque chose du jour au lendemain, ça va être très très compliqué. Donc je pense qu'il faut trouver la pierre que tu peux déplacer ou replacer ou modifier et qui va permettre d'avoir cet effet boule de neige sur le reste. Par exemple, faire une demi-heure de sport, ça va faire que tu es plus fatigué. Donc, tu vas certainement dormir un petit peu plus ou aller dormir un petit peu plus tôt, ce qui va par la suite forcément améliorer ta récupération. Quand tu as fait une bonne séance de sport, tu te sens bien dans ton corps et souvent, tu es plus à même de prendre de meilleures décisions vis-à-vis de ce que tu vas manger. Il y a toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place, mais qui découlent toutes d'une action, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est commencer avec une action qui semble anodine, mais qui va avoir un effet de boule de neige sur plein d'autres versants de sa vie pour que ces changements tiennent. Parce que c'est ça, en fait, le plus dur. Commencer un programme, tout le monde peut le faire. Est-ce que tu peux continuer le programme en perpétuité? C'est ça, la vraie question. Et la variable qui fait que tu réussis ou pas, c'est ça, en fait. C'est pas que tu commences le programme, c'est que tu le termines et que tu commences le suivant et que tu le termines et que tu commences le suivant et que tu t'arrêtes jamais. Donc, la régularité, ça doit vraiment être, à mon avis, la pierre angulaire de tout changement. Et donc, il faut, comme on l'a dit avant, trouver quelque chose que tu aimes faire. Commence avec quelque chose que tu aimes parce que tu seras plus à même de le faire tous les jours ou régulièrement que si c'est quelque chose où il faut vraiment te tirer les dents pour que tu ailles le faire. Commence avec quelque chose de simple et superimposer petit à petit les changements de comportement pour tendre vers quelque chose de complet, de global et oui, avoir un changement, une transformation, on va dire, qui est un petit peu plus transcendante. Mais pour la majorité des gens, ça va passer par de la régularité et des choses très très simples au départ. Pour la nourriture, pour quelqu'un qui est en surpoids, commence à range toutes tes grandes assiettes à la cave et utilise tes petites assiettes. Je veux dire, forcément, tu auras des portions qui seront plus petites et même si tu te sers 2 fois, tu auras quand même mangé 2 fois moins que ce que tu mangeais avant. Ça a l'air tout con. On en parlait avec mon collègue Sylvain sur le podcast récemment. Prends des petites pauses de 5 minutes durant ton repas. Donc mange pendant 5 minutes, arrête-toi 5 minutes, mange 5 minutes, arrête-toi 5 minutes.
laisse le temps à tes signaux de satiété de s'instaurer, et tu arrives à la fin et tu dis, ah, bah, j'ai plus faim en fait. Ouais. Alors que si tu avais tout engouffré, je suis comme ça, ma femme te le Ouais. dira, eh ben, tu te rends compte que tu n'as plus faim, mais 1 heure après que tu aies mangé, et c'est déjà trop tard, et tu as mal au bide. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment passer par des petits changements de comportement et essayer de vraiment faire durer. Alors, pour ceux que à qui ça peut faire un peu peur, moi par exemple, pour être régulé au quotidien, j'ai besoin d'une carotte loin. Moi là, je courrais pas si j'avais pas mon marathon loin. Je peux pas, je sais pas courir pour courir, faire du vélo pour faire du vélo, augmenter mes stats pour augmenter mes stats. J'ai besoin d'un truc loin. Et les jours où j'ai pas envie, bah, c'est là où je me dis bon bah et si je fais pas mon tempo run là, bah mon marathon je peux le tu vois. Et donc du coup même quand j'ai pas envie, c'est ce qui me donne envie. Et faut arriver à se comprendre un peu comme ça. Je sais pas, vu ce que tu dis, je pense que ça manque de développement personnel de manière générale. Alors juste pour se comprendre. C'est ce qu'on devrait apprendre à l'école. Ouais, c'est ça, ce sont des choses, je sais même pas, ou juste de la psychologie humaine, ou enfin on peut appeler ça Mhm. comme on veut, mais juste apprendre à se comprendre et apprendre à qu'on n'est pas tous pareils et qu'on n'est pas tous motivés par les mêmes trucs, et que si tu trouves par exemple, c'est super intéressant ce que tu disais tout à l'heure, parce que ma femme, elle me dit mais pourquoi tu as besoin d'un truc comme ça et tout? Moi, moi mon objectif c'est juste de faire 3 séances dans la semaine. Et c'est son objectif en fait. Et peu importe Mhm. la séance que c'est, elle fait ses 3 séances dans la semaine. Et comme ça, elle valide son truc et elle est contente. Et c'est cette régularité, elle, qui fonctionne pour elle. Moi, ça fonctionne pas ça. Mhm. Tu me dis, fais 3 séances dans la semaine, tu vois, je pourrais dire, bah, je vais faire 3 fois 5 minutes je sais pas, d'étirement. Et puis comme ça, j'aurais fait mes 3 séances. Mhm. Mon problème, c'est que mon cerveau sait très bien. Il est très très bon à me faire des feintes, tu sais, à me dire, je trouve on est très très bon en excuses dans la famille. Et c'est pour ça que en fait, j'ai besoin d'un truc très loin, un peu Mhm. difficile, pour me dire, bah, en fait, il faut qu'il y ait un minimum de travail qui soit fait, sinon ça va pas le faire, quoi. Mhm. Mhm. Et je pense que pour les gens qui fonctionnent comme ça, comme tu le mentionnes là, fixer des objectifs qui sont atteignables, qui sont mesurables, c'est très très important aussi. Mm. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de gros objectifs, j'ai juste besoin de m'entraîner régulièrement. Parce que je veux être en santé, je veux pouvoir faire mon travail, je veux pouvoir passer du temps avec mon gosse. Et donc, il faut que je fasse mon renfort, il faut que je prenne soin de mon dos, il faut que je fasse mon cardio. Et moi, ça me suffit. Mm. Et à l'heure actuelle, je dirais même que j'ai pas la place mentalement d'avoir un objectif auquel je dois me dédier, auquel je dois penser, là Mm. où je dois allouer beaucoup d'énergie, parce que j'ai d'autres choses sur lesquelles je travaille. Ouais. Donc, faut vraiment que ça corresponde à la personne et au moment de vie dans lequel il se trouve aussi. Et comme tu l'as dit avant, chacun fonctionne différemment. Et apprendre à se comprendre et à savoir qu'est-ce qui te fait tourner en interne, Mm. qu'est-ce qui te drive, c'est quoi ta flamme, pourquoi tu travailles le matin et qu'est-ce qui te permet d'avancer ou qu'est-ce qui te donne envie d'avancer et de changer. C'est ces choses-là, je pense qu'il faut essayer de déceler. Mais ouais, ça prend du travail, ça prend des conversations, ça prend des questions, ça prend des réflexions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir peut-être, Mm. ou des manières de penser qu'on nous a pas enseignées. Moi, je sais qu'un des grands tournants dans ma pratique en tant que coach sportif, ça a été le plongeon que j'ai fait dans la psychologie humaine pendant 2-3 ans, il y a quelques années maintenant. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma manière d'approcher mes conversations avec mes clients, avec mes coachés, avec mes athlètes même. Et comprendre que vraiment chacun fonctionne différemment et que tu ne peux pas juste approcher toute personne de la même manière. Et il faut comprendre ça pour soi aussi. Je pense que ça, c'est important. Ouais, clairement. C'est un des piliers sur lesquels il faut vraiment bosser. Mm. Quand tout changement physique, ça vient de la tête. Et donc, Mm. si on n'a pas débloqué certains trucs, je pense que c'est un. Alors après, peut-être que l'activité peut débloquer ces choses-là inconsciemment, mais je pense que c'est bien de les conscientiser un peu quand même si c'est a posteriori. Alors moi, je me sers beaucoup, moi, de méditation. Donc je vais dans des cabines d'isolation sensorielle. Et j'ai un peu genre des visions. C'est-à-dire que c'est assez bizarre, mais je me retrouve sur une plage, je trouve un marteau par terre, il y a un arbre, il y a un castor, il me dit un truc. Enfin voilà, ça part loin. Et en fait, mais j'ai conscience des images qui passent, et en fait, ça me permet de mieux comprendre, ah bah là, il y a un truc qui te gêne, il faut que tu aies cette conversation, que machin. Et c'est comme ça que je conscientise ce dont j'ai besoin. Et je le fais pas assez en ce moment, donc faut que je m'en refasse une petite. Mais je trouve ça bien ouais, de chercher des outils, de trouver les outils nécessaires pour Mm. sa progression psychologique, pour qu'après
ça se convertisse en changement physique, si on veut des changements physiques ou juste physiologiques, voilà, des choses qui ne se voient pas forcément. Parce qu'il y a aussi la transformation. Il y a des gens pour qui le changement, comment dire, avoir un beau physique, comment dire, c'est un objectif louable qui peut ne pas l'être, mais ça peut être un super moteur pour certaines personnes, pour beaucoup d'ailleurs, je pense. Moi, je dirais pourquoi ne serait-ce pas louable? Oui, non mais C'est voilà. Non, mais, ouais. pourquoi est-ce qu'on démonise le fait d'être en forme et d'avoir un corps dont on est fier? Je pense Ouais, que ouais. ça devrait être mis en avant et on devrait célébrer ce genre de choses. Ouais. Et que dire ah ouais, toi t'as juste envie d'avoir des gros bras et de bien te regarder dans la glace. Ben écoute, si ça veut dire que t'es content quand tu te lèves le matin, eh ben pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas? Ouais, Qui, ouais. qui est là pour nous dire que c'est une mauvaise idée? Donc je Mhm. pense que ça c'est une tendance peut-être culturelle ou sociétale qu'il faut qu'on inverse également et qu'on commence à célébrer les gens qui sont en santé, qui font des choses difficiles. Après, la vie c'est difficile. Il n'y a pas de vie facile. C'est pas parce que tu vas te mettre au sport et que tu vas bien manger que ta vie elle va devenir facile. Mhm. J'avais vu un super post sur Insta. Être en surpoids c'est difficile. Être fit c'est difficile. Pas dormir c'est difficile. Bien dormir c'est difficile. Mhm. Tout est difficile en fait. Il y a pas de facilité. Ouais. Et c'est ça le problème. On cherche la facilité, mais il y en a pas. À quelle sauce tu veux manger ta difficulté en fait. C'est C'est ça la question. Hormozy qui dit choisis ton regret ou pas? Hmm, Non? c'est possible. C'est bien possible. Ça ressemble pas mal à ce qu'il dit en tout cas. Faut choisir son. Non, attends, je sais plus qui c'était, mais qu'il fallait pas, il fallait choisir le regret que tu avais. Est-ce que Mhm. tu sais, à la fin de ta vie, quel regret tu vas avoir en fait? Et les choix que tu fais aujourd'hui, en fait, ce sera les regrets que tu auras dans le futur. Mhm. Et c'est vrai que moi, ça m'embêterait de ne pas explorer ce dont mon corps est capable. Ça m'embêterait un peu. Les Mhm. jeux vidéo et tout, moi, j'ai pas. Voilà. Et après, il y a des gens pour qui c'est le. Ah, je regrette de pas jouer à Diablo 2, machin et tout. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais ouais, choisir le regret qu'on a de mourir un peu trop tôt, de pas avoir de. Ouais, je sais pas. C'est chacun son moteur, quoi. Mhm. C'est un grand. Ouais. Bah, on va peut-être conclure sur cette petite. Ça fait déjà 1 heure et demie, ça va super vite. C'est passé vite, ouais. Ouais, ça passe très très vite. Je suis toujours étonné. Merci beaucoup. Est-ce que tu. Alors, toi, tu es Upside Strength sur tout. YouTube, Instagram, Mhm. TikTok, tu es sur d'autres plateformes. Je suis pas sur TikTok. D'accord. C'est une plateforme avec laquelle j'avais beaucoup de peine, surtout à rester détaché de la plateforme Ah, personnellement. ouais, Donc j'ai fait le choix de ne pas la développer. c'est un bon choix. Mais ouais, Upside Strength, Instagram, YouTube, podcast, ça va être les canaux principaux pour me retrouver et pour retrouver pas mal de contenu sur des choses dont on a parlé aujourd'hui aussi. Ok, parfait. Bah écoutez, vous pouvez le retrouver. Je vous conseille sa chaîne YouTube. Moi j'aime bien tes formats longs. Mm. Même les 7-8 minutes sont super cool aussi. Et j'aime bien juste toi en train de parler avec un micro, voilà, sans coupure presque. C'est assez cool comme format. Donc n'hésitez pas, Merci. c'est vraiment top. Et ces formations sur ton site internet également qui sont vraiment bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Peut-être à une prochaine fois sur un autre sujet. En fait, je m'attendais à farfouiller plus de sujets d'endurance et tout, mais on a dérivé sur la psychologie et je pense que c'est un pilier sur lequel il faut plus s'attarder et c'est dommage qu'on ne le fasse pas plus. Voilà, donc, je Ouais. pense que c'est quand même pas mal d'en avoir discuté aujourd'hui. Donc encore merci pour ta présence aujourd'hui. Merci Morgane et quand tu veux pour le deuxième épisode. Yeah! Tac!